BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle ? Émission spéciale 25 ans de tech. François Sorel. Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, très heureux de vous retrouver pour ce De quoi je me mêle exceptionnel. Et oui, on fête en ce moment même les 25 ans de cette émission que j'ai le plaisir de vous présenter, que j'ai créée il y a 25 ans. Mon Dieu, le temps passe tellement vite. Vous avez vu, quand on me voit, si vous êtes avec nous à la télé, on dirait pas que ça fait 25 ans que cette émission existe, vu mon physique parfait. Clairement. En tous les cas, merci d'être là. Et on salue les auditeurs et les téléspectateurs de BFM Business qui découvrent peut-être cette émission pour la première fois, puisque en fait nous sommes diffusés en ce jeudi de 10h à 11h, voilà, pour fêter ces 25 ans de la tech. Vous savez que vous êtes au cœur d'une journée exceptionnelle sur BFM Business où on fête justement les 25 ans d'innovation avec des invités prestigieux dans toutes les émissions de la grille d'ailleurs, et puis tous ceux qui ont l'habitude évidemment aussi de nous retrouver en podcast audio le vendredi, et puis sur YouTube aussi en vidéo sur la chaîne de Tech & Co. Très heureux de vous retrouver pour cette émission que je vais vous animer avec un petit peu d'émotion quand même, parce que mine de rien 25 ans ça compte, et vous allez voir, on vous a réservé pas mal de surprises pour ce De quoi je me mêle exceptionnel. On va pas trop parler d'actu, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur avec nos experts qui vont être là et qui vont se remémorer de bons moments, voilà, dans la tech, et puis aussi de quoi je me mêle avec des historiques qui seront là. Bienvenue, le hashtag DQJMM bien sûr comme à chaque fois. C'est parti pour ce De quoi je me mêle, on fête les 25 ans ensemble. De quoi je me mêle ? Célébrons 25 ans de tech. Je vais pas arriver à m'y faire. C'est 25 ans de tech. Non, mais c'est dingue. C'est incroyable. Tu sais, souvent on dit le temps passe vite, Anthony. Anthony, merci d'être là. Bonjour, évidemment. Salut François, salut tout le monde. C'est vrai que le temps passe vite, mais on se dit, waouh, 25 ans, Il faut se dire incroyable. que quand même, dans les médias, une émission qui a une longévité de 25 ans déjà, c'est rarissime. Ouais, c'est rare, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, quoi, tu vois, c'est quand même un pan de vie avec des auditeurs qui nous accompagnent, enfin qui t'accompagnent. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais en tout cas qui t'accompagnent depuis 25 ans. C'est un truc de fou quand je pense. C'est vrai que c'est dingue. On a du mal d'ailleurs à se rendre compte. J'ai du mal à me rendre compte de tout ça. Éric Le Bourlou est avec nous aussi. Salut Éric. Salut tout le monde. Alors Éric, que vous retrouvez de temps en temps dans De quoi je me mêle, mais comme c'est un historique, forcément, tu fais partie de la fête. Voilà. Oui, ça fait quelques années effectivement. Tu te souviens de la première année où tu es intervenu dans De quoi je me mêle ? Première fois, je pense que c'était peut-être pour remplacer Nico qui est aussi pas loin. Mais oui, c'était dans les années 2010. À l'époque, c'était pas du tout filmé. C'était moins impressionnant le plateau parce que c'était essentiellement dans un tout petit studio. Mais c'était cool. C'était cool. Et donc voilà. Et puis je viens régulièrement. Mais voilà, et ça nous fait plaisir de te retrouver. Nicolas Guyot aussi. Salut Nico. Salut François. Bonjour tout le monde. Alors là, c'est des habitués, mais tout à l'heure, vous verrez dans la deuxième partie, on retrouvera d'autres historiques de quoi je me mêle qu'on a moins l'habitude d'entendre et qui seront avec nous. Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Voilà. Et toi aussi, t'es arrivé quand 2007 ou 2007, je pense. Et 2007 quand même. 2007. Ça fait. De quoi je me mêle, canal historique, ouais. Voilà. Non, c'est génial, mais surtout un quart de siècle en fait, François. On parle pas là d'industrie automobile ou de, je sais pas moi, de nourriture pour animaux ou ce que tu veux, de jardinage. En fait, là, on est sur la tech où il se passe des trucs tous les jours. En fait. Tous les jours. Ouais, donc, en fait, c'est toi la Bible. C'est mieux que Wikipédia. L'archiviste de la tech. L'archiviste de la tech en France. C'est ça, ouais. Non, mais t'as vu, en fait, en 25 ans, t'as vu tout passer, en fait. Oui, j'ai vu tout passer, oui. Et avec un le pire comme le meilleur. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est quand même émerveillé sur des trucs qui, un mois après, avaient complètement disparu. Ouais. Moi, je me souviens de la télé 3D, j'y croyais dur comme fer. J'avais mes lunettes et tout, je me disais waouh, c'est génial, le requin qui sort de la télé et tout. On a vu ça pendant un an au CES et puis après, hop là, ça a complètement disparu. Ouais. Bon, il y aura des petites surprises dans ce De quoi je me mêle spécial 25 ans. Je vous demande maintenant d'accueillir l'un des historiques de quoi je me mêle. Il est avec nous au téléphone depuis sa Bretagne natale. Ça fait des années qu'on n'avait plus de ses nouvelles et ça me fait super plaisir de le retrouver. C'est Victor Jakimovic. Salut Victor. Salut François, ça va ? Ouais, mon Victor. Victor Jakimovic qui... Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es venu dans De quoi je me mêle ? Écoute, pas vraiment. Je suis beaucoup venu. La première fois, je devais être patron du labo de la FNAC. Bien sûr. Et tu m'avais invité à venir pour parler de je sais plus quelle nouvelle sortie ou quelle nouvelle parution.
Mais on en a fait tellement que je ne sais plus laquelle est laquelle. Mais c'était tout au début de l'émission, oui. semble-t-il. Je pense que ça devait être en 2002, 2003, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Et Victor, avec sa gouaille, sa présence, a marqué De quoi je me mêle. Vous savez que ça fait 5 ans, Victor, que tu n'es plus dans cette émission, puisque maintenant tu es dans ta Bretagne, au bord de la mer. Qui n'est pas natal, mais que j'adore. C'est vrai. D'ailleurs, un jour, Éric Le Bourleau viendra te voir, sans doute. Oui, carrément. Et Victor, avec plaisir. Il a une superbe maison au bord de la mer. Il vit sa plus belle vie de retraité. Et c'est dingue. Ce que je voulais dire, c'est que Victor, on a encore des messages d'auditeurs qui disent mais où est passé Victor? Comment va-t-il? Eh bien voilà, ça nous fait plaisir de t'entendre. Ils sont gentils, les auditeurs. Voilà, et je pense que ça fera plaisir à tous ceux qui nous écoutent d'avoir de tes nouvelles, mon Victor. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te voir et de t'entendre bientôt. Eh bien, écoute, j'espère aussi, parce que ce serait marrant de revenir un peu, ouais. Je me souviens, Victor venait avec tous ses gadgets, il avait sa grande besace, il déballait ses trucs comme ça sur le plateau et tout, il y en avait partout, c'était incroyable. Merci Victor, on t'embrasse très fort. Allez, je vous embrasse tous, salut et bon anniversaire. C'est très gentil, Victor, c'est très gentil. Tu es l'un des artisans en fait, du succès de quoi je me mêle. Anthony. Alors, l'idée qu'on s'est donnée pour cette émission, faire quelque chose de simple en fait, comme De quoi je me mêle à 25 ans, chacun on a puisé dans quelques-unes des innovations qui nous ont le plus marqué durant ces 25 dernières années. Ouais. On trouvait ça intéressant. Alors vous allez voir, on va parler de plein de sujets. Et toi, parmi tous ceux qui t'ont marqué, tu voulais évoquer la voiture autonome. Oui, c'est ça. Alors, on a tous nos petites marottes. Hein. Moi, c'est peut-être parce que je suis un très mauvais conducteur. Et donc c'est vraiment le truc. Mais c'est vrai. En plus, c'est vraiment le truc qui me fait fantasmer depuis le début. Je dis oh là là, mais si je pouvais avoir une voiture qui me conduisait partout toute seule, ce serait absolument extraordinaire. Non, ça, c'est vrai que c'est le rêve. Ce serait complètement fou. Et puis en fait, c'est l'évolution. On disait ça il y a 15 ans à peu près. Bah, c'est ça en fait. On disait dans 2 ans, wow, c'est génial, on sera à l'arrière du véhicule et tout. C'est un peu ça. En fait, c'est ce qui me fait marrer aussi dans cette histoire. Moi, je me souviens très bien. En fait, la première fois que j'en ai parlé, que j'en ai entendu parler, c'était en 2010, où il y avait un article du New York Times qui a annoncé le projet Chauffeur. C'était le projet de Google, où on nous annonçait que Google faisait rouler des voitures sans conducteur sur les routes américaines. J'avais trouvé ça complètement. Tu sais, c'est ces moments un peu mind blown. Tu sais, à la telle. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des trucs de film de science-fiction, vraiment. Ça me faisait rêver. Et à tel point que je me souviens que j'avais proposé le sujet. Moi, je bossais, pour le coup, média mainstream, c'était pour BFM. Ouais. Et on m'avait refusé le sujet parce qu'on m'avait dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est ça pas, vraiment, on croyait possible, que c'est ça. Ils croyaient que c'était limite un poisson d'avril, en fait, quoi. Et en fait, bah non, on a vu ensuite que, effectivement, la technologie s'est développée. Alors, tu as raison de dire, en rigolant un peu, qu'on nous promettait la voiture où il n'y aurait plus de volant, plus de pédales, est-ce qu'on durait toute seule, on n'aurait plus rien à faire. Et puis finalement, 15 ans après, bah, on n'en est toujours pas là. Mais quand même, je veux dire, ça a quand même beaucoup évolué. On est quand même avec les systèmes d'aide à la conduite poussés aujourd'hui. On ne sait plus trop si on conduit la voiture ou si c'est la voiture qui nous conduit. Donc on est vraiment à cette frontière qui est un peu floue. Je pense qu'on va y arriver à la voiture complètement autonome. Et on a l'impression que ça accélère là, ces derniers temps. Bien sûr, il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver. Avec l'essor du robotaxi d'Elon Musk aussi. Hein, bien sûr. Les cybercabs qui vont arriver. Il y a tous les constructeurs. On a vu, là, c'était il y a 15 jours, là, vous avez vu les images de la Tesla sur le rond-point de l'Étoile, en mode autonome, ce qui est un peu le test ultime, tu vois. Mais surtout, les voitures autonomes en Europe, dans une ville française où on sait que globalement on est un peu latin sur les bords, priorité à droite, on respecte pas, voilà, on grille des feux, il y a des vélos qui passent de tous les côtés. C'est le pire crash test d'une voiture autonome, en fait. Le rond-point de l'Étoile. C'est le test ultime. C'est exactement ça. Et à partir de là, tu peux aller n'importe où. Et si c'est la techno que j'ai retenue, c'est parce que aussi. Ouais, c'est clair. Il y a peut-être pas l'air. C'est aussi parce qu'en jeune journaliste tech à l'époque, c'est vraiment l'une des démos qui m'ont le plus frappé. J'ai eu la chance de monter 1 ou 2 fois dans des voitures autonomes, y compris une fois à Paris. C'était avec Valeo, je crois. C'est pour organiser ça, l'équipement. Ils sont longtemps là-dessus. Depuis longtemps. Et j'avais trouvé ça mais tellement dingue en fait. Le fait d'être dans la voiture, le volant tournait tout seul, la voiture se conduisait. C'est aussi ce truc, tu vois, c'est une petite Madeleine de Proust technologique pour moi quelques années plus tard. Et tu te rappelles, ils invitaient des journalistes à aller tester des autocars, des bus autonomes justement, Valeo, où tu remontais dans un petit bus électrique, etc. Mais en fait, le truc, il était sur une voie en fait privatisée, quoi. Il y avait rien, etc. Et il a poussé à 20 à l'heure. C'est 20 à l'heure. Tu prenais tes jambes et hop là, tu le dépassais en 2 minutes, quoi. Mais ça allait plus vite. Et en fait, c'était quand même le début du truc. C'est ça qui est génial. En fait, dès qu'il y a des nouvelles techno, en fait, on est sur des trucs où ça cherche.
Et c'est moi, c'est le moment que je préfère. Mais bien sûr. En fait, voilà, de temps en temps, où on se plante, où on fait n'importe quoi. Voilà, il y a des trucs. La question en ce moment, c'est avec lidar ou avec les caméras. Donc il y a la piste Tesla, les pistes avec ceux qui utilisent des lidars, donc des télémètres laser. Donc en fait, voilà, on est sur un truc où c'est le début. Après, voilà. C'est ça qui est fascinant quand tu commentes la tech, et on le sait tous. C'est-à-dire que on avance et on se rend compte en fait de la complexité de tout ça, et que finalement rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on va présenter une innovation qu'elle va bouleverser le quotidien des gens. La plupart vont disparaître, d'autres vont rester, vont marquer la société et le monde. On va en évoquer d'ailleurs quelques-unes dans un instant. C'est ça qui est génial. Nico, à toi, qu'est-ce qui t'a marqué Quelle est l'innovation qui t'a marqué durant ces 25 dernières années? C'est une saga, moi. C'est la saga Windows. La saga Windows, les amis. Voilà. Non, parce que en fait, sur les 25 dernières années, il faut voir d'où on part, en fait. Il y a 25 ans, en fait, votre ordinateur, vous l'allumiez, et il faisait un bruit bizarre déjà au démarrage. Et après, c'était Windows 98. Quoi. Ouais. Donc 98, peut-être Millennium, si vous étiez... Si vous étiez courageux. Voilà, et si vous étiez un peu techie, vous aviez Windows 2000 ou un NT4. Voilà. Non, en fait, c'est l'arrivée de Windows XP, en fait, pour moi, qui a tout changé, complètement tout changé, parce qu'en fait, c'était premier OS grand public, stable, multitâche, juste après Windows Vista, si mes souvenirs sont bons. Non, avant Windows c'était Vista. avant. C'est après Millennium. En fait, Millennium, tout le monde avait râlé. En fait, c'est une version bridée de 98 pour imposer le 32 bits. Que globalement, les applis commencent à être 32 bits pour pouvoir tourner sur Windows XP qui est arrivé. Mais c'était pas mal 98 déjà. 98 c'était pas mal, mais c'était pas multitâche, c'était pas 32 bits, c'était beaucoup moins rapide. Et il y avait NT4 en face, qui était un système pro, le système pro de Microsoft, qui était d'enfer. Et après, Windows XP, en fait, donc ça, c'est là où l'informatique s'est démocratisée. Avec le fond d'écran et la belle... la belle prairie que tout le monde... la colline. C'est ça, la colline photo verte, la plus utilisée du monde, je pense. Qui a été flashée au nucléaire, d'ailleurs. Parce que quand tu vois le vert de cette colline, tu dis, c'est pas possible, quoi. Avec le menu démarrer, vert, avec la barre des tâches bleue. Entre deux écrans bleus. Voilà. Alors, non, sincèrement, c'était plutôt stable. Et puis surtout, ce qui était génial, c'est que Windows XP, c'était à la base, ça a introduit le 64 bits qu'on a tous dans nos ordi. Aujourd'hui, tous les ordi sont 64 bits, on parle pas d'aller plus loin aujourd'hui. Il y a les tablettes PC, parce qu'en fait, c'était encore Bill Gates qui était au pouvoir. Donc en fait, Bill Gates, c'était de l'innovation en permanence. Le Media Center, quand vous avez un Google TV, vous avez vos box TV, c'est les mêmes interfaces que Media Center. Ça a été créé par Microsoft. Le Windows Embed, c'est-à-dire Windows XP, la version que vous trouvez quasiment à un moment, c'était sur toutes les caisses de supermarché. C'est même resté, et même encore certains, on voit encore. Distributeur automatique, il y a des boîtes industrielles, qui, pendant de très 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 nombreuses années, ont toujours utilisé Windows XP, surtout pour des logiciels spécifiques. Qui existent toujours, on le trouve toujours dans plein de devices comme ça. Alors qu'il est plus dans des hôpitaux aussi, d'ailleurs, c'est un gros problème de sécurité. Bien sûr, parce qu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité de Windows XP. Alors si Windows XP, ils ont continué jusqu'en 2017-2018, il y en a eu certaines, mais c'est pour régler des problèmes bien précis. Quand il y a un malware qui tourne, ils sortent quand même des... Mais par exemple, en 2011, c'était encore 38% de part de marché. C'est dingue. C'est-à-dire 10 ans après le lancement. Quoi. Ouais, c'est fou. 10 ans après le lancement, tu avais encore... Donc voilà, et puis il y a eu plein de trucs. Windows Mira... Je sais pas si vous vous rappelez. Je me souviens même pas de ça. Ah non, Windows Mira. Moi, je me souviens de Windows Vista qui était un Smart Display. Windows Vista, c'était quand même une catastrophe industrielle. Alors, au lancement, oui. Parce qu'au lancement, en fait, ils ont voulu sécuriser tout ça, parce que Windows XP, c'était très performant. Mais c'était pas... Il n'y avait pas les droits administrateurs, vous pouviez installer n'importe quoi sur l'ordinateur, ça pouvait toucher le kernel. Donc en fait, une appli que vous installiez sur Internet, vous téléchargez sans faire gaffe. Donc là aussi, faites bien attention quand vous téléchargez des applications. Mais il suffisait de télécharger un truc sur un torrent ou je sais pas quoi, une application, vous l'installiez. Et si c'était un malware, en fait, vous pouvez attaquer directement le noyau. Et là, c'était mort. Et là, c'était bon, il n'y avait plus aucun moyen de dégager le virus. Donc voilà. Donc après, donc Vista, c'est un peu. Au début, c'était compliqué, mais il y a eu le service PAC 1 qui a réglé beaucoup de problèmes. Windows 7 qui a tout réglé. Et après, c'est là qu'il va mieux. Donc, Bill Gates est parti à la retraite. D'ailleurs, il est en 2008. Voilà. Il a monté sa fondation, il a fait ça. Voilà. Donc, mais c'était quand même le moteur de l'innovation. Et, voilà. Et on a senti tout de suite la différence avec Steve Ballmer, qui est un mec qui est brillant aussi, mais c'est quand même le directeur commercial de Microsoft à la base. Et il a voulu nous sortir cette huile. Et là, c'est la tuile. Ouais, c'est le cas de le dire. Non, mais voilà, ils ont voulu réinventer Windows. Et sans écouter l'utilisateur,
en chamboulant les habitudes. Et aussi parce qu'ils ont voulu avec Windows 8 réinventer Windows aussi parce qu'ils ont eu commencé à avoir peur d'Apple. Ouais. Parce que Apple préparait l'iPad et avait même sorti l'iPad, si je me rappelle bien. Et en fait, pour Apple, l'iPad était la réinvention de l'ordinateur, donc on n'utilisait plus la même interface, c'était tactile, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé Windows 8. Ils ont fait, on va faire un Windows qui va être avant tout un Windows qu'on va utiliser de manière tactile et avec pour la première fois un store inspiré de celui d'Apple. Ouais, sauf que c'était un échec total parce que à la fois les gens qui étaient sous Windows n'avaient pas du tout envie de cette nouvelle interface. Quand vous appuyez sur le bouton démarrer, vous aviez c'était une horreur. C'était l'enfer. Et il n'y avait pas d'appli. Ouais. Il n'y avait pas d'appli. Il y avait très peu d'applications pour Windows 8. Enfin, les nouvelles applications qu'ils appelaient à l'époque, si je me rappelle, UWP ou Metro. Pardon. Voilà, mais UWP aussi et interface Metro. En fait. Après, Windows 8 n'a pas duré longtemps. Ils se sont vite rendus compte quand même que ça sentait pas bon. Hein, ils ont fait une mise à jour un an plus tard. Ils ont rajouté un menu démarrer, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils ont retour du menu démarrer, mais ça n'a toujours pas marché. En fait, le truc, parce qu'en fait, il y a eu les gens étaient vendus au bout. Il y avait Windows 7. Qui était hyper intégré. Ouais, qui était super. On rigolait avec Eric tout à l'heure en rentrant. On a fait les lancements de Windows 8, Windows 8.1. On les a vus, Microsoft, on les a interviewés. Ouais. Mais à un moment, on comprenait pas. Même nous, on comprenait pas. On se disait, mais pourquoi vous faites ça, quoi? C'est vrai. Quel est l'intérêt? Et tu te rends compte, c'est l'interface de la machine qui est utilisée par le plus de gens au monde. Exactement. Et tu décides, il y a un mec qui dit, vous savez quoi les gars, on va enlever le menu débarré, on va se faire un truc génial, on va se faire un petit kiff, on va mettre des tuiles partout, ça va être génial. Ouais, c'est vraiment c'est un peu comme c'est l'anti-Google, c'est Google, tu vois, le moteur de recherche, ils savent que c'est utilisé par je sais pas combien, 3-4 milliards de personnes, et donc quand ils y touchent, ils touchent avec vraiment d'infinies précautions, quoi. Et ils font du bêta testing, du machin, et tout, ils cassent pas tout d'un coup. Ouais, c'est ça, tu peux pas tout casser. C'était effectivement quand même vraiment pour inciter les gens à passer au tactile sur Windows. Et là, malheureusement, d'ailleurs, il y a eu Surface, le produit Surface qui était livré, qui était aussi un gros bide. Et on termine sur Windows. Et ça préfigurait Windows Phone. Ouais. Les Windows Phone qui a été un flop total parce que là aussi ils ont voulu réinventer au lieu d'utiliser les icônes comme tout le monde, ce qu'a fait Android, ce qu'a fait Apple, ce qu'il y avait avant dans Windows Mobile. Hein. Non, les gars, ils ont dit on va tout réinventer. Et voilà. Et quand Steve Ballmer se fait débarquer gentiment, c'est en 2013 je crois, on l'apprend du jour au lendemain en mois d'août, en plein mois d'août, discrètement quoi. Et ben après c'est Satya Nadella qui récupère le bébé. Et qui aujourd'hui avec Windows 11 fait du bon boulot. Voilà, quoi. Windows 10, Windows 11. Alors il y a une petite polémique avec Windows 11, pareil avec le menu démarrer. Mais on est sur des bases, c'est sain, quoi. Voilà. Ils n'essaient pas de nous réinventer, nous obliger à tout changer. Mais effectivement, il y a toujours des petites... Et c'est aujourd'hui Windows 10 qui est le plus populaire dans le monde. 50% des ordinateurs dans le monde sont équipés de Windows 10. C'est devenu le standard, en fait. Mais oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes les parts de marché OS global, c'est Android aujourd'hui qui est devant tout le monde. Et largement devant, puisqu'ils ont 46% devant Microsoft, 25%. On devrait faire une émission spéciale Windows avec vraiment passionnant pour en parler. Non, c'est le jour. Mais ça pourrait être intéressant de refaire comme ça des sagas. Tu vois, tiens, ça me donne une idée. Ça. Oui. Hein, on a la petite pastille nostalgique. Oui, c'est vrai. La pastille nostalgique. T'as raison. T'as tout à fait raison. D'ailleurs, tiens, pour le module bonus, tu me réserves une surprise. Je sais pas trop ce qui va se passer. Ouais, mais restez bien pour le module bonus. Franchement, ça vaut le coup. On n'en dit pas plus, mais voilà. D'accord. Restez avec nous. Alors, pour tout vous dire, je suis même pas au courant, moi. Le module bonus, rappelons-le, qui n'est disponible qu'en podcast audio. C'est ça. Mais c'est moi qui prends les manettes et tu t'occupes de rien. Tu prends les manettes, ok. Mais je m'en vais, je sors du studio. Non, tu restes. Tu restes surtout là. Très important que tu sois là. Aïe. Je stresse. On enchaîne avec Eric. Oui. Eric. Ouais. Alors moi j'avais plusieurs choses à évoquer, mais peut-être évoquer. Moi ce que je voulais, pour moi c'est une année que je voulais évoquer et une année qui a été énorme, très riche en lancements et notamment un lancement que je pense que vous vous souvenez tous, c'est celui de Gmail. Gmail en 2004. Je pensais que tu allais me dire l'iPhone. J'allais dire l'iPhone. Mais justement, c'est pour ça. Je vais juste en parler vite fait parce que 2004 ça a été une année énorme pour la tech, dont le lancement de Gmail, puisque là en 2004 on a commencé à voir le web en tant que plateforme et donc on a commencé à se dire, avant on se le disait pas ça, tiens je peux utiliser mon navigateur comme un vrai programme, et donc ça a été Gmail, mais ça a été aussi en 2004 Facebook, le lancement de Facebook, puis après en 2005 plein de sites qui sont arrivés grâce à des nouvelles technologies de développement comme ce qu'on utilise toujours aujourd'hui, comme YouTube par exemple qui est arrivé en 2005. Il y avait Dailymotion d'ailleurs à l'époque qui était quasiment et cette année c'était la révolution du web. Lancé avant YouTube. C'était vraiment concomitant. Mais effectivement, Dailymotion aurait pu avoir le destin de YouTube. Bon, c'est pas facile comme ça, mais pas exactement. Voilà. Ça, c'est notre Vista française. Voilà. Et Gmail lancé
1er avril. Un 1er avril, ouais, exactement. Les gens pensaient que c'était une sur blague. invitation. Sur invitation. À l'époque, on mendiait les invitations pour essayer. Et c'est vrai que non, mais c'était la révolution. C'était un truc de fou. Les gens Et- pensaient que c'était une blague parce que 1er avril et c'était quoi? T'avais 500 gigas de stockage, non? C'était pas ça? T'avais 1 giga de stockage. Non, 1 giga. giga. oui, non, Mais je c'était me déjà projette pas un mal petit par peu. rapport à ce qu'on Mais avait. c'était 500 fois plus, je crois, que Hotmail à l'époque. Enfin, c'était un truc Aujourd'hui, vraiment- ça paraît c'était des ordres ridicule, de mais grandeur c'était immenses. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que pendant des années, Gmail était toujours noté bêta. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Très longtemps, ouais. Pendant des années, il y avait alors que c'était hyper stable. Ouais, mais Google voulait peaufiner son truc et pendant je sais pas 3-4 ans il y avait toujours ce petit logo bêta sur Gmail. Exactement. Oui, ça Mais durait c'est souvent très ça longtemps. chez Google. Même Mais- le moteur de recherche, ils l'ont gardé Mais comme c'était ça. pour moi Ouais. les grandes mais ils l'ont années un peu Google, perdu, ça, c'est-à-dire il y a eu Gmail en 2004, Ouais. puis après le lancement de Google Maps aussi, qui a à peu près tout changé. C'est-à-dire aujourd'hui, plus personne n'imagine sortir sans son Google Maps ou un soft équivalent. Mais c'était une révolution à l'époque. Google Maps et qui s'inspirait d'un autre soft qu'avait acheté Google, qui est devenu ensuite Google Earth. Et puis tu avais Chrome qui embarquait Il y avait tout ça. Chrome qui Voilà. embarquait. C'était ça aussi, c'est le navigateur. 2008, C'est- ouais. quand même. On s'arrête à 2007. Eric. 2007, ouais. Eric, janvier 2007. Janvier 2007. On était tous excités comme des puces. Moi pas tant que ça en fait. Moi je m'attendais à ce qu'ils sortent un truc. Je m'attendais pas à un truc aussi fou en fait. Et pour moi effectivement c'est les images qu'on voit à l'écran. C'est pour moi la mother of all demos des années 2000. C'est la keynote de Steve Jobs qui présente l'iPhone. Ouais. C'est un moment incroyable pour tous les gens qui l'ont vu. Alors nous on voyait ça. Moi j'étais pas là-bas. C'était nos amis d'SVM Mac qui étaient là-bas pour nous. Moi je travaillais pour un magazine qui s'appelle SVM et on a vu ça sur un tout petit écran et là on a vu vraiment le futur. C'était tellement bien raconté, tellement bien fait. Il a montré en fait dans cette keynote tous les usages qu'on a encore aujourd'hui avec nos smartphones. Il a montré l'iPhone moderne dans cette keynote. C'était absolument incroyable. C'était d'autant plus incroyable que ça se passait en plein CES qui avait lieu en Las Vegas en même moment et que finalement tous les gens au CES voulaient partir et voulaient essayer l'iPhone. En fait, il y avait plus d'autres innovations qui comptaient. C'était vraiment un moment complètement dingue. Et pourtant, j'étais pas spécialement un fan d'Apple. Hein. Moi, j'avais acheté un Nokia N95. Parce que derrière l'iPhone, c'est le smartphone finalement. Ouais, c'est ça. C'est l'invention du Je veux smartphone. dire, c'est sans doute, s'il fallait peut-être retenir qu'une seule, c'est compliqué, mais parce qu'il y en a d'autres, mais enfin, l'innovation emblématique qui a marqué ces 25 dernières années, c'est quand même le smartphone. Ouais. Et on te dira, oui, mais les smartphones techniquement existaient avant. Oui, bien sauf sûr. que On peut chipoter, bien c'est- évidemment, il y avait mais- Nokia qui avait sorti Voilà. un téléphone En avant. fait, ils ont prouvé que c'est l'OS, c'est l'expérience Voilà, utilisateur, c'est ce c'est que j'allais différent. dire. Bien C'est que sûr. c'est pas juste un téléphone pour téléphoner. En fait, eux, ils ont inventé l'ordinateur de poche. C'était le doigt, Voilà. surtout. Et multipoint. Et C'est ça. multipoint. Multipoint, surtout ça, parce que le tactile existait déjà. Ouais. En fait, ce que tu disais, Anthony, c'est qu'en fait, il y avait déjà tout. Sauf qu'en fait, ils l'ont repassé à la sauce Steve Jobs. Ouais. Et quand il est sorti, c'était pas du tout le meilleur smartphone techniquement. Non, il du était marché. pas 3G, Il il était Edge, Voilà, c'était un c'était- enfer. voilà, il y avait avait un 5 stockage applications. ridicule, pas d'application, ouais, pas de et photos, Tu c'est pouvais pas pourri. recevoir de MMS. Ouais, Pas de non. MMS, pas de copier-coller. Et c'est intéressant parce que. installer d'application. Alors, il faut rappeler que la démo, enfin c'est connu maintenant, hein, mais que la démo était truquée, c'est dans le sens où C'est une pas spécialité truquée, mais en tout cas, il de fallait Jobs. vraiment Ouais. que ça se passe exactement, qu'ils suivent le doigt suive un chemin exact sur l'écran, sinon ça Oui, parce pouvait qu'il planter était à tout loin moment. d'être terminé. Voilà. Rappelons qu'il est sorti 6 mois après. Ouais. Donc l'histoire dans le derrière est commerce. vraiment intéressante aussi. Et en fait, il y a l'autre keynote qui est moins iconique pour le coup, mais qui est tout aussi importante, c'est celle qui a eu lieu quelques mois après pour présenter l'App Store. Et Steve Jobs à l'époque dit c'est le lancement le plus important de ma carrière. Donc sous-entendu encore plus important que le lancement de l'iPhone quelques mois plus tôt, parce que évidemment il te montre finalement ce qui va faire notre vie aujourd'hui avec nos téléphones, c'est-à-dire le fait d'avoir des petites icônes sur lesquelles on va appuyer et qui vont nous ouvrir des univers différents. Et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point Steve Jobs était révolutionnaire, parce que moi, quand j'ai vu cette keynote-là, j'ai pas compris en fait. Je me suis dit mais quoi ? Mais je comprenais pas en fait comment ça allait pouvoir changer ma vie. Et en fait, c'est là que tu te dis, lui, il avait compris des années avant tout le monde comment les gens allaient utiliser la technologie dans les années qui viennent. Et c'est là que tu vois quand même que le mec était visionnaire. Il y a eu quand même un petit souci avec ça. Enfin, moi, c'était vraiment des articles que j'ai beaucoup fait d'articles à cette époque à ce sujet. C'est-à-dire que l'iPhone, à l'époque, la première version de l'iPhone n'a pas d'App Store, effectivement. Et il dit, vous allez vous débrouiller avec des web apps. C'est pour ça que le web en tant que plateforme, c'était important. Parce qu'en fait, on pouvait, avec le web, simplement avoir des applications. Mais il y a eu une levée de bouclier d'utilisateurs. Et en fait, les autres smartphones de l'époque, alors les Nokia ou Symbian, on pouvait installer des applications, ce
qu'on pouvait pas faire sur iPhone. Et finalement, Apple et Steve Jobs a changé. Il voulait pas, c'était toujours un problème de sécurité. Il voulait pas qu'on touche à son bébé, mais en créant l'App Store, il a changé un peu de façon de voir les choses en imaginant une façon sécurisée de distribuer les applications, c'est-à-dire un point unique et il n'y a pas d'autre point pour télécharger une appli. On peut pas sur iPhone, on pouvait pas télécharger une appli. Alors ça, je suis en train de changer, mais on pouvait pas télécharger d'appli autre part que sur l'App Store. Or, c'est la première fois que ça arrivait dans l'informatique. C'était une privation des libertés puisque en fait, on était habitués nous à télécharger des logiciels un peu où on voulait et ça avait choqué pas mal de gens ça à l'App Store. Surtout avec le modèle économique qu'elle avait. Exactement, où ils se prennent 30% sur chaque transaction. Mais d'ailleurs, très vite est arrivé le jailbreak, c'est-à-dire qu'il y a toute une cohorte de pirates et de hackers qui se sont amusés et dont c'était le défi de casser en fait la protection de l'iPhone à l'époque. Alors, c'était vraiment le sport national. Moi, ma presse préférée, je pense, c'est celle de l'annonce de l'iPad avec le One More Thing. Parce qu'en fait, là, l'iPhone, on avait déjà, donc c'était le projet Purple. Nous, on avait fait nos choux gras. Oui, il y avait des rumeurs. Le lancement officiel, il y a eu 6 mois d'écart. En fait, bref, on était, tu vois, par contre, l'iPad, on n'était pas prêt. Je me rappelle encore, on n'était vraiment pas prêt. Moi, je me souviens de cette image de Steve Jobs qui s'assoit sur son canapé, qui croise les jambes et qui prend son iPad comme un livre, en fait, et qui fait sa démo. Et rien que cette posture, en fait, révolutionnait la tech. Parce que à l'époque, tu pouvais pas consulter un écran aussi grand, avachi sur ton canapé. On revient à ce que je disais tout à l'heure, tablette PC, tu vois, tablette PC, t'avais un truc, tu tenais à deux mains, t'avais un stylet, et puis voilà. Là, le gars, en fait, il a inventé. En fait, c'était l'informatique, l'accès Internet décontracté. C'était l'iPad, c'était d'abord le premier projet. Avant l'iPhone, il travaillait d'abord sur la tablette. L'iPhone est arrivé après, donc il était aussi très abouti de ce point de vue. Et là aussi, on te dira, mais il y avait des tablettes avant, il y avait Arcos. Oui. Voilà. Ça, tu pensais pas longtemps. Arcos, ça me fait drôle. Arcos, qui était un constructeur, une marque française de produits high-tech qui était fabriquée en Chine, et qui a périclité quand même assez vite. Et là aussi, je finis rapidement, il y a un avant et après Steve Jobs. C'est comme pour Bill Gates. Moi, je suis désolé. En fait, quand les créateurs partent, en fait, c'est toujours plus compliqué. Alors, Apple reste une boîte innovante, etc. Mais on est beaucoup moins surpris. Après, Steve Jobs, c'est pas le meilleur mec du monde. Il y a des petits dossiers sur lui. Mais ça allait vite et surtout, ça a innové. Merci Nicolas. De rien, c'est un plaisir. Écoute, moi j'étais ravi de t'avoir pour cette. Rendez-vous pour les 50. Allez. Vous êtes vaches. Déjà, essayons la 30. On verra ce qui va se passer déjà. Merci Eric. De rien. Et puis de toute façon, tous les 3 on se retrouve régulièrement. Anthony, tu restes avec nous ? Ouais. On va accueillir notre deuxième salve historique de quoi je veux mail dans la deuxième partie de ce rendez-vous spécial pour fêter les 25 ans de quoi je veux mail sur BFM Business. Un grand merci d'être là. Petite pause et on revient. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.